Bonjour à tous, merci de votre participation à ce webinaire. On va attendre quelques minutes avant de démarrer. J'espère que nous n'avons pas de problème de son parfait. On va attendre, je disais donc, quelques minutes avant de démarrer pour laisser aux retardataires le temps de se connecter. Je me présente, je suis le docteur Manuela Oliver, je suis biologiste de formation et je m'occupe pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'identitovigilance et nous allons voir ensemble au cours de ce webinaire ce qu'est l'identitovigilance. Vous ne pouvez pas utiliser vos micros pendant la présentation. Par contre, n'hésitez pas à vous manifester et à poser vos questions dans le chat. Écoutez, je vous propose de démarrer tranquillement. Ça fera peut-être venir les derniers inscrits. J'ai intitulé ce webinaire « Bien identifié égale bien soigné ». Puisque le premier acte de soin, que ce soit chez votre professionnel de santé libéral ou quand vous allez à l'hôpital, par exemple, c'est d'être sûr qu'on s'adresse au bon usager, donc de bien vous identifier. OK. Donc, le support de présentation, on vous l'enverra par mail à l'issue de la présentation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Voilà. La présentation suivra le plan suivant, finalement. On fera un rappel finalement sur l'intérêt de l'identification pour améliorer la sécurité des soins. Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu ce qu'est l'identitovigilance, en quoi ça consiste et comment vous pouvez être acteur de votre bonne identification. Donc, les erreurs d'identité, en fait, ce sont des choses assez fréquentes. Alors, heureusement, souvent, elles n'ont pas de conséquences graves, mais vous voyez sur cette diapositive qu'une étude américaine en 2002-2003 avait montré que 67% des erreurs en transfusion sanguine et 13% des erreurs en chirurgie étaient dues à une erreur d'identité, à une confusion de patients. Et ça s'explique assez bien finalement tout ça parce que l'identification à l'heure actuelle, c'est vraiment des actions humaines et comme on dit, l'erreur est humaine. Mais ça s'explique aussi parce qu'il existe certains noms de familles très fréquents. En France, une étude avait montré que 50% des personnes portaient 6,4% des noms. Et vous voyez tout de suite que si on identifie un usager uniquement, si on vous identifie, si on vous pose la question uniquement en vérifiant votre nom de famille, ben, ça ne va peut-être pas suffire, surtout si vous portez un nom de famille qu'on retrouve fréquemment. Je vous ai mis juste pour illustrer mon propos quelques fréquences de noms de famille et vous voyez qu'il y a des noms de famille extrêmement fréquents. Hein, au premier rang, c'est le nom de Martin, suivi de Bernard, etc. Et vous avez des noms de famille, c'est dans la petite carte en bas à droite de la diapositive, qui sont beaucoup moins fréquents. Et forcément, quand on s'appelle Bizzari, eh ben, on a moins de risques finalement d'être confondu avec un autre usager parce qu'il y a moins de personnes qui portent ce nom-là. Alors, l'identitovigilance, qu'est-ce que c'est ? L'identitovigilance, c'est tout ce que les professionnels de santé et les établissements de santé mettent en œuvre pour assurer la fiabilisation de votre identification. On distingue classiquement deux étapes. Ce qu'on appelle l'identification primaire. Vous arrivez chez votre professionnel de santé, il va récupérer des documents d'identité. En ville, c'est souvent la carte vitale qu'on vous demande. Et avec ces documents, il va vous rechercher dans l'informatique. S'il ne vous trouve pas, il va vous créer.
Et s'il s'aperçoit qu'il y a une erreur, peut-être qu'il modifiera votre identité. Si vous lui avez présenté une pièce d'identité, le professionnel peut attribuer ce qu'on appelle un niveau de confiance. C'est-à-dire, il va dire, cette identité, je l'ai vérifiée à partir d'une pièce officielle, et sur les pièces d'identité, il y a très peu d'erreurs, donc c'est une identité de confiance. Toutes ces opérations qui consistent finalement à sélectionner un dossier qui vous correspond, une identité numérique qui vous correspond, ça s'appelle l'identification primaire. L'identification secondaire, c'est toutes les questions qu'on va vous poser avant de vous faire un soin. C'est très pratiqué évidemment à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'à l'hôpital, les personnels peuvent changer, parce qu'on peut faire des activités à risque. Si vous avez eu l'occasion d'aller au bloc opératoire, on vous a posé la question à de nombreuses reprises sur votre identité. Si vous avez été hospitalisé, on a dû vérifier votre identité avant de vous donner des médicaments, avant de vous emmener en radiologie, au moment de vous faire un examen de radiologie, et à chaque fois qu'on doit vous faire un soin. Cette identification secondaire, c'est souvent là où il y a le plus d'erreurs. Et forcément, si on ne vous donne pas le bon médicament, il n'est pas adapté pour vous, je prends cet exemple-là, il y a des risques pour votre santé. Donc, cette identification secondaire, c'est très, très important. Et que ça soit en ville ou à l'hôpital, évidemment, mais beaucoup plus à l'hôpital, parce qu'il y a beaucoup plus de professionnels différents et qu'à l'hôpital, on fait souvent des actes qu'on appelle plus à risque. Alors, on va s'intéresser d'abord à l'identification primaire et après, je vous parlerai d'identification secondaire. L'identification primaire, il y a des risques. Et il y a deux risques qui sont très importants et qu'il faut éviter absolument. Il y a le risque de création de doublons. Un doublon, c'est le fait que chez un même professionnel de santé ou dans un même hôpital, vous disposez de plusieurs dossiers, qu'ils soient informatiques ou papier. Non, il y a plusieurs causes d'erreurs humaines. Hein. C'est parce que le professionnel, par exemple, à l'hôpital, ne connaît pas les règles de saisie. La première fois que vous êtes venu, il y a eu une erreur. Et puis la deuxième fois que vous venez, comme il y avait une erreur dans votre premier dossier, on ne vous retrouve pas. Donc, on crée un autre dossier. Le risque, quand on a un doublon, c'est que le professionnel de santé, le médecin qui va vous prendre en charge, il ne va pas disposer obligatoirement de toutes les informations qui vous concernent, de toute votre histoire médicale, de tous vos antécédents, puisqu'il y en a dans un premier dossier et il y en a dans un deuxième dossier. Donc, il y a un risque finalement qu'il vous prenne un peu moins bien en charge parce qu'il n'a pas toutes les informations à sa disposition. La collision, c'est un problème qui est complètement différent. C'est quand on mélange, finalement c'est le problème inverse, c'est quand on mélange dans un seul dossier les données qui correspondent à plusieurs usagers. Alors peut-être parce que vous portez un nom qui est fréquent, le professionnel de santé n'a pas vérifié par exemple votre date de naissance avant de sélectionner le dossier et il se trompe d'usager et du coup il va mettre les éléments vous concernant dans le mauvais dossier. Mais il va aussi s'appuyer sur le mauvais dossier et sur une histoire médicale qui n'est pas la vôtre dans sa réflexion médicale. Je vous rassure, c'est quand même pas des choses qui sont très fréquentes et tous les établissements et les professionnels mettent en œuvre des mesures pour éviter ces risques, ne serait-ce que de former le personnel, de définir des bonnes pratiques pour éviter ce type d'erreur. Un deuxième cas sur lequel je ne m'attarderai pas, mais qui est fréquent dans certains hôpitaux, c'est quand certains usagers qui n'ont pas de couverture sociale, ils ont besoin de se faire soigner et du coup, ils vont emprunter la couverture sociale d'un ami, par exemple, ou d'un frère, d'un membre de la famille. On appelle ça l'utilisation frauduleuse de l'identité. C'est ennuyeux, si vous voulez, pour l'usager parce que non seulement il va emprunter la carte vitale, hein, finalement, si je peux dire, mais il va aussi récupérer et prendre à son compte toute l'histoire médicale de son ami. Et il n'a peut-être pas la même maladie, hein, il n'a peut-être pas les mêmes antécédents. Et donc, derrière, on peut avoir des erreurs qui peuvent avoir des conséquences sur la santé. En 2021, nous avons la chance d'avoir une nouvelle identité
qui va s'appeler Identité nationale de santé, qui arrive. Et au départ, ce webinaire, je l'avais organisé vraiment pour vous parler de l'identité nationale de santé. Mais finalement, je me suis dit, c'est dommage de ne pas parler aussi de l'identification secondaire. Donc, on va passer un petit peu de temps sur cette identité nationale de santé. Cette identité nationale de santé, c'est une volonté du gouvernement. Vous avez entendu parler du projet qu'on appelle Ma Santé 2022, qui est un projet national très important qui vise à vous procurer à chaque usager un espace numérique de santé. Mais pour donner un espace numérique de santé, où vont arriver vos documents, sur lesquels vous pourrez prendre vos rendez-vous, où vous aurez des messages des professionnels qui vous prennent en charge, que ce soit votre infirmière, votre kinésithérapeute, votre médecin. Il faut bien qu'on soit sûr que tous ces professionnels partagent la même identité. Et c'est pour ça que le gouvernement a décidé de mettre en place l'identité nationale de santé. Vous voyez dans la petite maison qui est présentée traditionnellement qu'elle est dans les référentiels socles, hein, on la voit ici, INS, et c'est sur ce socle d'identité que va se bâtir la maison et votre espace numérique de santé en particulier. Alors, le texte de loi, qui est un décret, qui prévoit l'utilisation de cette identité nationale de santé, il est applicable depuis le 1er janvier 2021. Maintenant, les travaux ont pris un petit peu de retard et il y a encore peu de professionnels qui peuvent vous proposer d'utiliser l'identité nationale de santé. Mais ça va venir, les travaux s'accélèrent et je pense que fin 2021, au moins tous les hôpitaux de France seront en capacité de l'utiliser et une partie des médecins de ville. Ça dépendra finalement de l'évolution de leur logiciel, de l'outil informatique qu'ils utilisent, parce que pour utiliser cette identité nationale de santé, il faut que les outils évoluent. Alors, pour illustrer un peu plus en images l'intérêt de cette identité nationale de santé, j'ai pris un exemple, l'exemple de Madame Morvan, qui est en EHPAD. Et en EHPAD, elle est connue sous le nom, donc son nom d'usage est Madame Morvan, elle est née Mahé, et son prénom qu'elle utilise tous les jours et qu'elle utilise depuis qu'elle est enfant, c'est Jeanne. Et à l'EHPAD, elle est connue sous le nom de Madame Morvan-Jeanne. Madame Morvan doit se rendre à l'hôpital, elle arrive à l'hôpital et elle a des documents de l'EHPAD qui l'identifient comme Madame Morvan-Jeanne, et donc à l'hôpital, on cherche dans le système d'information, dans l'informatique, on cherche Madame Morvan-Jeanne, et on ne la trouve pas, Madame Morvan-Jeanne. Mais Madame Morvan-Jeanne, en fait, elle ne s'appelle pas vraiment Jeanne. Jeanne, c'est son deuxième prénom, qu'elle a toujours utilisé. Depuis qu'elle est petite, ses parents l'ont toujours appelée Jeanne. Mais son premier prénom, c'est Joséphine. Et à l'hôpital, comme on se base sur l'identité officielle, l'identité de la pièce d'identité, elle a déjà un dossier. Au nom de Madame Morvan, Joséphine, effectivement, son deuxième prénom est bien indiqué, c'est Jeanne. Elle arrive à l'hôpital, on crée donc un autre dossier, et l'équipe qui va la prendre en charge n'aura pas accès aux informations du premier dossier. Vous voyez, on aura créé un doublon. Avec l'identité nationale de santé, qu'est-ce qui va se passer? Cette identité, elle est basée sur l'identité de l'état civil. Vous voyez, Madame Morvan-Jeanne, elle a été enregistrée à l'EHPAD par appel, par interrogation de la base de référence, la base d'état civil, hein, et qui a donc récupéré son identité officielle. Quand Madame Morvan-Jeanne va arriver à l'hôpital, l'hôpital va faire la même chose. Il va interroger. Bonjour, je suis désolée, je crois que j'ai eu un problème de connexion. Je vais repartager tout de suite mon écran. Je suis navrée de ce petit contretemps. Voilà, on est bon. Je vais enlever le masqué ici et vous remettre l'écran.
Voilà. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Sophie, est-ce que le son est bon, s'il te plaît? D'accord. Donc, je poursuis. Excusez-moi encore, hein. Donc, je disais, Madame Morvan-Jeanne arrive à l'hôpital. L'hôpital va interroger cette même base d'identité de référence, une base nationale, et va avoir donc la même identité. Donc, il n'y a pas de doublon. L'équipe soignante a accès à tous les documents. Et en plus, quand le médecin voudra écrire au médecin de l'EHPAD de Madame Morvan, il pourra le faire informatiquement parce que comme il partage l'identité, le document, par exemple, qu'il lui enverra, pourra se ranger directement dans le bon dossier de Madame Morvan et alimenter le dossier de l'EHPAD. Donc, c'est quelque chose vraiment d'essentiel pour la sécurité des soins, cette identité nationale de santé, et c'est vraiment une grande avancée, hein, une grande avancée. Alors, cette identité nationale de santé, évidemment, tout le monde n'a pas le droit de l'utiliser. Qui a le droit de l'utiliser? Les professionnels de la santé, hein, donc les médecins, les pharmaciens, les kinés, les infirmiers et tous les professionnels de santé, mais aussi les professionnels du médico-social. Vous savez que l'EHPAD est une structure médico-sociale. Par exemple, dans les structures médico-sociales, il y a les services de protection maternelle et infantile. Il y a tout ce qui est maison des handicapés, les MDPH, maisons départementales des handicapés, etc. Donc, seuls ces professionnels de la santé et du médico-social peuvent utiliser l'identité, l'INS, l'identité nationale de santé. Et il existe un texte, un référentiel INS qui est officiel, qui est opposable, qui précise bien les mesures de sécurité et les modalités d'utilisation. Donc, c'est très encadré, hein. Vos données ne vont pas partir chez n'importe qui, si je peux me permettre. Alors, cette identité nationale de santé, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de choses. C'est ce qu'on appelle un matricule, le matricule INS, on y reviendra tout à l'heure, c'est le NIR, numéro d'identification au répertoire des personnes physiques ou numéro d'identification d'attente. Cette identité INS, elle est composée également d'un identifiant technique qu'on appelle l'OID. Cet OID, il a peu d'intérêt pour vous, il n'a aucun intérêt pour le médecin. Par contre, il a un gros intérêt pour le système d'information, pour le logiciel, parce qu'il atteste de l'origine de la donnée. C'est-à-dire, quand il est présent, on sait que les données viennent bien de la base nationale d'état civil. Et enfin, votre identité nationale de santé, elle est composée de ce qu'on appelle des traits INS, qui sont votre nom de naissance, la liste de vos prénoms de naissance, donc vous n'en avez peut-être qu'un, auquel cas il n'y en aura qu'un, vous en avez peut-être 2 ou 3, tous ces prénoms font partie de votre identité nationale de santé. Votre sexe, votre date de naissance, et le code commune de naissance. Et si je reviens à la diapositive de Madame Mahé, par exemple, on y revient, vous voyez que Madame Mahé, sur sa pièce d'identité, elle est née à Montpellier, dans l'Hérault, et bien le code de sa commune de naissance, c'est 34 172. Mais l'informatique, si vous voulez, elle sait faire le décodage de cette information. C'est-à-dire que quand la base de référence, elle va ramener 34 172, l'ordinateur, il pourra dire « Ah oui, c'est Montpellier » et il affichera en clair dans un autre champ Montpellier. Voilà pour ces traits de l'identité INS. Si ça n'est pas clair, que vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser dans le chat. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu du NIR. Alors, le NIR, il est probable que vous le connaissiez, mais je préfère faire un petit focus là-dessus pour être sûr d'être bien complète pendant ce webinaire. Le NIR, qu'est-ce que c'est? C'est un numéro qui vous est attribué
à la naissance, si vous êtes né en France, quand on enregistre à la mairie, au service d'état civil, un enfant qui vient de naître, toutes ces informations, elles sont transmises à la base de référence. Peut-être que vous la connaissez mieux sous le nom de base INSEE. Mais justement, c'est le numéro INSEE. Voilà, le NIR, c'est le numéro INSEE, Monsieur Bouchard. Donc, les données sont transmises à la base INSEE et qui attribue donc un numéro. Ce numéro, il a une certaine structure. Le premier chiffre, c'est le sexe. Les deux suivants, c'est l'année de naissance. Les deux encore suivants, c'est le mois de naissance. Les 5 suivants, c'est la commune de naissance, donc le fameux 3472 de Madame Morvan. Et ensuite, il y a le numéro d'ordre de la commune, le rang de naissance dans la commune, si vous voulez. 242, par exemple, eh ben, c'est le 242e bébé qui est né dans cette commune pour cette année et ce mois de naissance. Si vous n'êtes pas né en France et que, par contre, vous venez travailler en France, vous êtes inscrit et vous cotisez à l'assurance maladie. L'assurance maladie, à ce moment-là, vous attribue un numéro qu'on va appeler au début le NIA, numéro d'identification d'attente, et il sera d'attente le temps qu'on fasse des vérifications pour être bien sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur dans l'identité, que le numéro qu'on a attribué est bien unique, parce que l'intérêt de ce numéro, c'est qu'il soit unique, qu'il ne représente qu'une seule personne. Et une fois qu'on a fait toutes ces vérifications, ce NIA, il va se transformer en NIR. Alors, le NIR, c'est utilisé, ça a de nombreux usages, c'est utilisé dans plusieurs situations. Ça constitue votre matricule INS, donc votre NIR personnel constitue votre matricule INS. Mais si vous travaillez et que vous cotisez vous-même à l'assurance maladie, ce même numéro, ce même NIR, représente aussi votre numéro de sécurité sociale qui est utilisé pour la facturation et le remboursement des soins. Alors, pourquoi on distingue bien les deux choses, matricule INS et numéro de sécurité sociale? C'est tout simplement parce qu'un numéro de sécurité sociale, il peut identifier plus d'un usager. Par exemple, les enfants, jusqu'à ce qu'ils se mettent à travailler, sont couverts par la sécurité sociale de leurs parents et leur numéro de sécurité sociale est donc le même que le parent qui les assure. Par contre, les enfants, 8 jours après leur naissance, 8 jours après leur déclaration à l'état civil en général, ils disposent d'un matricule INS personnel qui deviendra, quand ils commenceront à travailler, leur numéro de sécurité sociale. Ce qui est très important, c'est que, et qu'il faut retenir, c'est que le matricule INS, il est personnel et il n'identifie qu'une seule personne en France. Voilà. Après, le NIR, on l'utilise aussi dans d'autres situations pour le travail. Quand on se fait embaucher, on fournit son NIR. Quand un employeur fait une déclaration à l'URSSAF, il identifie son employé par son NIR. Ça nous sert pour la retraite, ça sert aussi pour les impôts. Donc, vous voyez que ce numéro qui est unique et qui identifie une seule personne peut avoir plusieurs usages. Et donc, vous voyez avec ce que je viens d'expliquer que que tous les usagers, n'auront pas obligatoirement une identité INS. Un touriste qui vient passer, étranger, d'un pays étranger qui vient passer 15 jours en France en vacances, s'il va à l'hôpital, il n'aura pas d'identité INS puisqu'il n'est pas né en France, il ne travaille pas en France, donc il n'est pas enregistré dans nos bases de référence. Donc, cette identité INS, elle est très importante. Et comme je vous ai dit qu'elle était unique et qu'elle allait permettre de partager vos données avec tous les professionnels qui vous prennent en charge, que ce soit votre médecin de ville, votre laboratoire, votre kiné, votre infirmière, votre médecin à l'hôpital, il faut qu'on puisse l'utiliser en sécurité. C'est-à-dire, il faut qu'on soit sûr que cette identité qu'on vous a attribuée à vous, elle vous correspond bien à vous en tant que personne physique. Et c'est pour ça qu'on parle d'identité INS qualifiée. Qualifiée, ça veut dire que votre identité INS, elle a été récupérée informatiquement par interrogation de la base de référence. Ce n'est pas une ressaisie manuelle, c'est une interrogation informatique et les traits sont enregistrés à partir des traits nationaux. Mais aussi
que votre identité a été vérifiée à l'aide de procédures d'identito-vigilance. Ces procédures d'identito-vigilance, elles sont définies par un référentiel qui n'est pas encore paru au journal officiel. On l'attend pour probablement la fin du mois de mars, hein, qu'on appelle le référentiel national d'identito-vigilance, qui sera opposable à tous, et en particulier, ce qui est une bonne chose, aux éditeurs des logiciels informatiques, parce que ça va les obliger à faire évoluer leurs outils qui ne sont pas complètement adaptés à la encore au bon enregistrement de votre identité. Par exemple, si je reprends l'exemple de Madame Morvan-Jeanne, à l'heure actuelle, si Madame Morvan-Jeanne arrive à l'hôpital et dit « Moi, sur ma carte d'identité, il y a écrit Joséphine en premier prénom, mais moi, je veux qu'on m'appelle Jeanne », eh bien, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le logiciel, il n'a pas de champ, il n'y a pas d'endroit où saisir le prénom utilisé, si vous voulez, Jeanne. Il y a un champ qui s'appelle premier prénom, il y a un endroit qui s'appelle premier prénom, et là, forcément, on met le premier prénom de l'état civil, mais il n'y a pas d'autre champ. Et ça va permettre, si vous voulez, aux établissements, ces évolutions, de pouvoir vous satisfaire, si vous ne souhaitez pas utiliser, par exemple, votre premier prénom. Ce RNIV, comme il est opposable, c'est-à-dire que les professionnels doivent le respecter et que les problématiques ne sont pas les mêmes en ville et à l'hôpital, il est composé de plusieurs volets. Le volet 1, il est opposable à tous, et ensuite, c'est une déclinaison en fonction des structures, finalement. Établissement de santé, structure non hospitalière, c'est-à-dire par exemple le cabinet de radiologie de ville, le laboratoire de biologie de ville, l'EHPAD, la PMI et les MDPH, par exemple, etc. Ensuite, il y a 2 volets de gouvernance, et le RNIV4, c'est destiné pour les professionnels libéraux qui exercent, on va dire, tout seuls en cabinet, qui ont donc l'infirmière libérale, le médecin généraliste, votre cardiologue de ville, etc. Ce RNIV, il va définir, en particulier, hein, il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans, mais en ce qui concerne l'identification, il définit quels sont les traits qu'on doit obligatoirement utiliser pour créer une identité. Et c'est pour ça, et peut-être que quand vous allez encore voir maintenant votre médecin généraliste ou quand vous allez au laboratoire de ville, peut-être qu'on ne vous demande pas encore votre nom de naissance, peut-être que vous donnez juste votre nom d'usage, celui que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Mais avec l'arrivée de ce référentiel, le professionnel de santé va vous demander plus d'informations, et vous les avez ici et vous constatez que ce sont les informations, les traits de l'identité INS. Pour la date de naissance, évidemment, celle qui doit être recueillie, c'est celle de la pièce d'identité. Il y a certains usagers qui ont une date de naissance différente sur la carte de sécurité sociale, mais la carte de sécurité sociale, ça sert à la facturation, ça ne sert pas à l'identité nationale de santé, à l'identité sanitaire. Donc, on prend la date de naissance de la pièce d'identité. Voilà. Et ensuite, le RNIV dit, dès que le professionnel ou l'établissement de santé aura pu alors faire appel au téléservice, hein, ce service informatique qui permet d'interroger la base nationale de référence, il est appelé téléservice. Donc, dès qu'on a pu faire l'appel au téléservice et que le téléservice a renvoyé votre identité nationale de référence, à ce moment-là, votre identité sera complétée chez votre professionnel par l'ensemble de vos prénoms, votre matricule INS et le fameux identifiant technique. Le RNIV dit également, l'usager, il a le droit de dire moi je veux qu'on m'appelle par le nom que je porte dans la vie de tous les jours et par le prénom que je porte dans la vie de tous les jours. Et si ce nom et ce prénom sont différents du nom et du premier prénom de naissance, à ce moment-là, ça doit obligatoirement être enregistré dans le système d'information. Voilà. Donc, voilà pour l'instant les traits. Maintenant, qu'est-ce qui va nous permettre de qualifier votre identité INS? C'est ce qu'on appelle une opération de validation de l'identité.
Cette opération, elle ne peut se faire que si vous pouvez présenter à votre professionnel ce qu'on appelle une pièce d'identité à haut niveau de confiance. Ces pièces d'identité à haut niveau de confiance, elles sont en nombre réduit, hein, c'est le passeport, la carte d'identité pour les usagers français et pour les les ressortissants de l'Union européenne, et pour les enfants hein, qui ne sont pas obligés d'avoir une pièce d'identité, le livret de famille ou un extrait d'acte de naissance, et en même temps on vérifie l'identité d'un des parents ou du responsable légal. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous arrivez chez votre professionnel et que vous ne pouvez pas présenter de pièce d'identité parce que vous n'en avez pas, vous l'avez oublié, etc. Vous serez toujours soigné. Là, il y a vraiment zéro souci là-dessus. Évidemment, vos soins seront assurés. Par contre, on ne pourra pas vérifier la cohérence de l'identité nationale de santé avec votre identité de la pièce d'identité, ce qui veut dire qu'on ne peut pas qualifier l'identité nationale de santé et du coup, on ne peut pas utiliser le matricule pour échanger entre professionnels de santé. Voilà, donc c'est pas de souci à avoir sur la prise en charge immédiate, mais par contre, comme peut-être que votre médecin, il ne recevra pas le compte-rendu avec le matricule et vous serez obligé de lui porter papier ou il n'aura pas pu le ranger dans le bon dossier. Évidemment, comme toujours, vous avez des droits. Vous avez des droits, pas celui de vous opposer à l'utilisation de l'identité INS. Ça, vous ne pouvez pas refuser. Voilà, je vous ai mis la référence de l'article du Code de la santé publique. Par contre, vous avez le droit d'être informé sur l'utilisation de votre identité, c'est-à-dire que le professionnel, il doit vous informer. Alors, ça sera peut-être une affiche dans la salle d'attente, ou si c'est pour l'hôpital, ça sera peut-être sur le site internet, ou ça sera peut-être dans le livret d'accueil du patient hospitalisé. Il doit vous informer en vous disant, moi, j'utilise votre identité nationale de santé. Il doit vous informer sur le traitement de vos données à caractère personnel. Ça, c'est une obligation du Règlement général de protection des données. Et si il fait le choix de conserver une copie de votre pièce d'identité, il doit vous en informer. Par contre, ça, vous pouvez refuser. Vous pouvez refuser que le professionnel conserve une copie de votre pièce d'identité. Il doit vous en informer. Et sachez qu'il y a eu des recommandations de la Commission nationale informatique et liberté sur les conditions de conservation de cette pièce. Je précise que le professionnel doit mettre en œuvre des mécanismes de chiffrement, de façon à ce que s'il y avait une intrusion informatique, votre pièce ne puisse pas être lue, et doit mettre en place ce qu'on appelle des habilitations, c'est-à-dire que si c'est à l'hôpital, oui, Madame Morel, vous aurez le support à l'issue de la présentation sans problème. Si c'est à l'hôpital, sachez que tous les professionnels ne pourront pas accéder à la copie de votre pièce d'identité. Ce qui sera important pour définir qui y accède, c'est ce qu'on appelle la finalité, c'est quels professionnels ont besoin de vérifier. Ça sera les professionnels qui sont en charge de gérer votre identité dans le système pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, pour procéder à la validation, à la qualification de l'identité nationale de santé. Et par exemple, votre médecin, qui n'a je parle de l'hôpital, qui n'a aucune raison d'accéder à votre identité pour la vérifier, il n'aura pas le droit de voir votre pièce d'identité. Et enfin, dernier point, cette pièce d'identité, elle sera automatiquement détruite, cette copie de pièce d'identité sera automatiquement détruite si vous n'êtes pas venu chez le professionnel pendant 5 ans. Donc, il y a quand même des mesures de précaution. Vous m'excuserez, il y a une faute là sur personnel, c'est 2 LE et pas LES. Je suis navrée, je viens de le voir. Je corrigerai ça. Voilà. Pour vous informer et pour aider les professionnels et leur proposer des supports d'information, en région PACA, on propose 2 affiches et bientôt on en proposera plus puisqu'on est en train de travailler avec un groupe de travail de représentants d'usagers justement sur des affiches un petit peu différentes. Donc on propose des affiches d'information sur l'identité INS
que vous pourrez trouver dans les salles d'attente, dans les halls d'accueil, chez tous vos professionnels de santé. Il y a également une grande campagne d'information nationale qui va être lancée, vraiment dans très peu de temps, à mon avis, d'ici une quinzaine de jours, les affiches nationales seront disponibles et ça se déclinera en 3 affiches en fait. Une pour expliquer ce qu'est l'identité nationale de santé, une pour expliquer à quoi ça sert, donc faciliter votre parcours, faciliter les échanges entre professionnels qui vous prennent en charge, et une 3e pour expliquer pourquoi on met une identité nationale de santé, en gros, qui reprend un petit peu les éléments que je vous ai donnés dans l'exemple de Madame Morvan-Jeanne. Voilà. Nous en avons fini sur l'identification primaire et je vais donc l'identification qui, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, qui consiste à vous rechercher et à vous attribuer un dossier dans le logiciel. Maintenant, je vais passer à l'identification au cours de votre prise en charge, donc au moment des soins. Nous pouvons nous accorder quelques minutes. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions complémentaires, je vous propose qu'on poursuive cette présentation et nous allons maintenant aborder souvent des soucis. Ah ben oui, ah ben exactement, identito-vigilance, souvent des soucis avec mon prénom écrit avec Y selon les profs. Alors, honnêtement, je vais vous faire une confidence personnelle. Moi, je m'appelle Manuela Oliver. Un coup sur deux, on me met 2 L à mon prénom, ben, il n'y en a qu'un. 9 fois sur 10, on ne m'appelle pas Oliver, on m'appelle Madame Olivier. Et 1 fois sur 20, on m'appelle Olivia. Vous voyez, confusion entre Manuela et Oliver. Et je pense que, outre mon métier de biologiste qui a fait que j'ai constaté des erreurs au labo et que je me suis dit non, mais il faut faire des choses, il faut former les professionnels, il faut mettre en place des choses, le fait qu'on confonde, qu'on altère mon nom, mon prénom, je pense que ça a joué dans mon investissement sur cette thématique d'identito-vigilance. Je poursuis donc sur l'identification lors des soins. Donc, c'est très important. Comme je l'ai dit au début, les erreurs d'identité sont fréquentes et peuvent, alors en règle générale, elles sont récupérées. Quand elles ne sont pas récupérées, ça peut avoir des conséquences graves. Je rappelle pour ceux qui sont arrivés un peu plus tardivement qu'une étude américaine avait montré que 67% des erreurs de transfusion étaient dues à une erreur d'identité. Soit on transfusait le mauvais patient, soit on transfusait le patient qui avait besoin d'être transfusé, mais avec la poche qui était destinée à un autre patient. Donc, c'est extrêmement important. Et donc, on va vous faire, en particulier à l'hôpital, beaucoup de soins. Vous allez voir beaucoup de professionnels différents. Et ce qui est très important, c'est que chaque professionnel s'assure qu'il va délivrer, alors c'est un peu le slogan, le bon soin au bon patient. Et quand on délivre un soin, en règle générale, on a des documents, des prescriptions, des étiquettes pour étiqueter l'étude de sang une fois qu'on a fait la prise de sang. Eh bien, il faut bien être sûr que ces documents, ils portent bien l'identité de l'usager qu'on vient de prélever. C'est extrêmement important et c'est vraiment un leitmotiv et c'est vraiment quelque chose qu'on enseigne et qu'on inculque, en tout cas à tous les professionnels de santé de l'hôpital, parce qu'ils sont nombreux, ils ne connaissent pas très bien tous les patients. C'est un peu différent, évidemment, quand vous êtes dans une relation singulière avec votre médecin généraliste, vous n'êtes que tous les deux dans le cabinet, mais à l'hôpital, ce n'est pas pareil. Et en EHPAD, sur des EHPAD où il y a beaucoup de résidents, eh ben, ce n'est pas du luxe de vérifier l'identité quand on donne un médicament. La première cause d'appel au centre antipoison en 2018 à Marseille, la première cause d'appel en provenance des EHPAD, c'est qu'on s'était trompé de résident
quand on avait donné le médicament. Vous voyez, donc ce n'est pas négligeable, hein, c'est très, très important. On mène, évidemment, dans tous les établissements et tous les professionnels, des actions pour éviter ces erreurs. Et tout ça, ça fait partie aussi de l'organisation de l'identito-vigilance. Donc, c'est pour ça que chaque fois que, si vous avez déjà été hospitalisé, mais chaque fois que quelqu'un doit vous faire un soin ou vient vous voir, même si vous l'avez vu, l'infirmière, vous l'avez vu 3 fois dans la journée, elle vient vous faire une prise de sang, elle revérifiera votre identité. Et ce n'est pas pour vous embêter, ce n'est pas qu'elle a oublié, ce n'est pas qu'elle ne vous connaît pas, c'est que c'est la pratique de l'hôpital pour être sûr d'éviter les erreurs. Voilà, tout simplement. On peut vous proposer, alors là c'est très spécifique de l'hôpital, de porter un dispositif d'identification et pas d'authentification. Hein, je corrigerai la diapositive, c'est une erreur. En règle générale, à l'hôpital, on va vous proposer de porter un bracelet d'identification. Quand on est dans des établissements de plus long séjour, comme des unités de soins longue durée par exemple, ou comme dans une EHPAD évidemment, on ne va pas mettre un bracelet pour du long séjour. Ce n'est pas très confortable, c'est un peu gênant. Alors souvent, les établissements utilisent des photographies. On va vous prendre une photographie à votre arrivée, en vous demandant évidemment votre autorisation et le droit à l'image, et le soignant, pour vérifier l'identité, au moment de vous faire un soin, il regardera son dossier patient informatisé, son dossier unique informatisé si on est dans le secteur médico-social, et il dira oui, je la reconnais, je reconnais cet usager, donc c'est bien lui à qui je dois faire le soin, ça correspond à la photo qu'il y a dans le dossier. Alors pourquoi? C'est toujours pareil, assurer la sécurité. Il y a des équipes soignantes qui tournent, il y a des gens malades, il y a des gens qui les remplacent, qui viennent d'un autre service. Des fois, il y a de l'intérim. Hein. Vous savez, que vous l'avez tous entendu parler depuis cette crise du Covid, qu'il y a des problèmes de personnel à l'hôpital. Voilà. Et donc, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur si l'usager a son bracelet. Et après, malheureusement, il y a des usagers, soit quand on va au bloc opératoire, hein, quand on va au bloc opératoire, par essence, on va subir une anesthésie. Donc, on sera endormi, on ne pourra pas décliner son identité, on ne pourra pas répondre aux soignants. Donc, le bracelet est obligatoire au bloc opératoire. Autant, vous pouvez le refuser dans tous les autres services, mais si vous refusez de porter un bracelet, vous ne pourrez pas aller au bloc opératoire. Ce n'est pas possible. Et après, malheureusement, il y a des usagers qui sont pas bien, qui sont vraiment pas bien et qui pourront pas, parce qu'ils vont pas bien, décliner leur identité. Donc, le bracelet est très important. Et on peut avoir aussi des usagers qui rentrent à l'hôpital très bien. Alors, moi, j'ai un exemple en tête, c'est un jeune. Il est rentré parce qu'il s'est fait une fracture de la jambe. Et puis, les jeunes, ils sont têtus, ils n'écoutent pas toujours l'équipe soignante. On lui avait dit à ce jeune, il faut rester au lit. Mais non, il est descendu à la cafétéria. Et là, il a fait un super malaise à la cafétéria. Et bien, parce qu'il avait le bracelet, on a tout de suite été en mesure d'appeler son service de soins. Il a été pris en charge tout de suite. On savait exactement quel médicament il avait eu avant, quelle était l'histoire. Et du coup, il a pu recevoir les meilleurs soins. Donc, voilà pour la petite anecdote. Et donc, tout au long de cette présentation, je vous ai décrit un petit peu les mesures. Bon, évidemment, j'ai parlé des risques, hein, mais on ne peut pas parler d'identité sans parler de risques. Mais je vous ai décrit les mesures qu'on prenait, qu'elles soient organisationnelles ou d'évolution des pratiques, pour maîtriser la sécurité de votre identification. Voilà. Mais vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Vous aussi, vous devez être acteur de votre prise en charge et vous devez être acteur de votre identification. Donc, vous pouvez participer activement à votre identification dite primaire. Hein. Donc, n'hésitez pas à présenter votre pièce d'identité. Si le médecin de ville vous dit non, ne vous demande rien, peut-être qu'il n'ose pas parce qu'il pense que vous refuseriez. N'hésitez pas à lui proposer, docteur, voulez-vous voir ma pièce d'identité? Votre infirmière, votre kiné, sachant qu'une fois qu'on aura qualifié votre identité INS, elle reste qualifiée. Donc, il n'y a pas besoin de la présenter à chaque fois, sauf à l'hôpital, souvent. Pourquoi? Parce qu'à
à chaque fois, vous risquez d'être accueilli par un professionnel différent, parce qu'il y a beaucoup de gens différents qui travaillent à l'hôpital. Mais chez votre médecin généraliste, dans le cabinet de radiologie où vous allez régulièrement, dans votre labo où vous vous faites suivre et qui vous connaît depuis longtemps, il faudra la présenter qu'une seule fois pour valider l'identité. On vous pose un bracelet, n'hésitez pas à relire ce qu'il y a écrit dessus. Il peut y avoir eu une erreur. Peut-être que le soignant, il a imprimé l'étiquette d'un autre parce qu'il s'est trompé. Donc, lui, évidemment, il doit faire des contrôles. Mais si vous aussi, vous faites un contrôle, eh bien, on a un double contrôle. Donc, on améliore la sécurité. Vous voyez une erreur, n'hésitez pas à signaler l'erreur. Et surtout, dans le cadre de la prise en charge, n'hésitez pas à vous étonner et à poser des questions. Si, alors, pas demain, hein, puisque je vous ai dit que l'identité nationale de santé, elle n'était pas encore bien répandue parce que les logiciels n'ont pas encore évolué. Hein. Mais si, je ne sais pas moi, vers le mois de octobre ou novembre, vous allez chez votre médecin et puis vous lui posez la question, vous lui dites, bah, est-ce que vous utilisez mon identité nationale de santé? Il vous dit non, bah, il faudrait lui dire, bah, pourquoi vous ne l'utilisez pas? Si on ne vous demande pas une pièce d'identité, vous pouvez dire ben, comment vous allez qualifier mon identité INS? Et surtout, vous êtes à l'hôpital, un professionnel s'approche pour faire un soin. Il ne vous propose pas de questions ou il ne vous pose pas de questions sur votre identité. Étonnez-vous. Et puis, si vous n'êtes pas prévenu d'un soin, je prends un exemple, hein, il y a des erreurs souvent avec les brancardiers hein, qu'on essaie de former, mais c'est un petit peu plus long que d'autres catégories professionnelles. Le brancardier vient vous chercher, il vous dit « on va à la radio », le médecin ne vous a pas prévenu que vous aviez une radio, n'hésitez pas à être acteur et à dire « vous êtes sûr que c'est pour moi la radio? Je m'appelle » et déclinez votre identité. On éviterait beaucoup d'erreurs. Donc, ça repose sur les professionnels, sur les bonnes pratiques, sur la formation des professionnels. Mais votre sécurité, elle repose aussi sur vous et n'hésitez pas à participer à votre identification, en particulier à l'hôpital. Alors, écoutez, j'en ai fini. J'espère que j'ai su vous convaincre et que je ne vous ai pas fait peur, hein, parce que le but, ce n'était pas du tout de vous effrayer. Il nous reste quelques minutes devant nous. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Alors, le dossier médical partagé, ça va fonctionner pareil à terme. Alors, à terme, pas tout de suite, hein, mais il utilisera l'identité nationale de santé pour vous reconnaître, si vous voulez. Il utilisera votre identité nationale de santé, elle sera transmise dans les documents et quand ça arrivera au DMP, ça sera rangé dans votre DMP grâce à votre identité nationale de santé. Ce n'est pas encore le cas parce qu'il faut attendre que l'identité nationale de santé soit plus utilisée, c'est-à-dire que les logiciels aient évolué, que les professionnels se soient équipés des bons logiciels et aussi que le DMP ait évolué. Donc, pour l'instant, le DMP, il n'utilise pas encore votre identité nationale de santé, mais ça va venir. Voilà. Merci à vous. Hein. Je suis ravie que ça vous ait convenu. N'hésitez pas à faire la publicité. On en organisera probablement un autre d'ici un mois et demi, probablement mi ou fin avril. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous voulez. On vous envoie évidemment tous les supports, enfin, dès que j'aurai corrigé les petites fautes, hein, c'est-à-dire avant la fin de la matinée. Hein. Parfait, Agnès, pas de souci. On mettra ce webinaire, donc c'était tout enregistré, donc on va mettre un lien et on vous communiquera un lien YouTube privé, hein,
vers le replay et vous pourrez largement le diffuser autour de vous, bien évidemment. Je vous remercie à tous. Hein, merci de vos remerciements, ça me fait très plaisir, hein, surtout d'avoir répondu à vos attentes. Ah oui, Sophie, tu as raison, Sophie. À l'issue du questionnaire, on va vous envoyer, à l'issue du webinaire, excusez-moi, on va vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction pour évaluer un petit peu la prestation, parce que nous aussi, il faut qu'on rende des comptes, hein, finalement. Et si vous aviez la gentillesse, il y a très peu de questions, il y en a 5 ou 6, de le remplir, ça serait vraiment très, très sympathique de votre part. Je vous propose de clôturer ce webinaire. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis peut-être à bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir à tous.